Guilhem de Serval est sommelier et journaliste culinaire. D'abord passionné de cuisine puis amoureux du vin, il a fait de son odorat un outil de travail essentiel. Qu'est-ce qu'un bon vin ? Comment trouver l'accord parfait ? Pour vulgariser l'œnologie, il l'explique avec des mots simples et imagés. Guilhem de Serval nous partage l'odeur qui le fait saliver, celle dans laquelle il est né et celle de ses voyages. Une rencontre où vous verrez, nez et sommelier se retrouvent sur de nombreux points communs. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Guilhem. Bonjour Charlotte. Merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie. Tu es sommelier. Exactement. Et ma première question, c'est de savoir comment on devient sommelier. Écoute, un peu par hasard, je voulais d'abord être chef de cuisine. J'adorais cuisiner chez moi depuis l'âge de 10 ans, avec ma mère surtout. Et donc très vite, j'ai voulu faire une école hôtelière. Et ça, ensuite, en suivant le cursus, j'ai vu qu'il y avait une mention complémentaire pour devenir sommelier en 1 an. Et je me suis dit, allez, tiens, ça va toujours me servir. Puis j'ai rencontré un prof incroyable qui s'appelle Franck Ramage. Et je ne suis jamais reparti de cette passion. C'était il y a combien de temps ? C'était en 2007. Et d'ailleurs, ça fait très bizarre de dire ça parce qu'on se croit toujours jeune. Et en fait, ça fait un paquet d'années maintenant. Si, et je on est commence à parler jeune. comme un vieux con. Non. Non, au contraire, c'est comme un bon vin avec l'âge. J'espère. On se bonifie, non ? J'espère. Si. Alors, avant de rentrer plus particulièrement dans ton métier, parce que je pense que sommelier, c'est un métier où on utilise beaucoup son nez. Tu vas nous raconter plein de choses. Bien sûr. J'aurais aimé savoir quelle est l'odeur qui évoque pour toi ton enfance. Écoute, je crois que ça serait l'odeur du feu dans une cheminée. On a toujours eu une cheminée à la maison. On faisait du feu même en été. Pour ce que ça rassemble, ce que ça hypnotise un feu. Et cette odeur, elle m'envoûte. Puis aussi, on faisait beaucoup de rando et de camping avec mon père, de camping sauvage, je tiens à le dire. Et après une grosse journée de rando, tu rentres et puis tu te fais un feu avec ton padré et tu manges à côté. Tout ça, c'est un peu une récompense, si tu veux. Donc ouais, le feu m'a toujours accompagné. Et quand tu sens l'odeur de la fumée, ça te rappelle ces années-là ? Exactement. Et puis, tu sais, comme quand tu fais un feu avec des copains à la campagne et autres, et puis après, t'as tes affaires qui sentent imprégnées pendant quelques jours. Certains détestent, moi j'adore, personnellement. Très boisé. Donc, exactement. Et quelle est l'odeur, justement, dans laquelle tu es né ? Tu as grandi où ? J'ai grandi à Asnières-sur-Seine. Ouais. Et je dirais les odeurs de cuisine et notamment d'épices. Je dirais toutes les épices auxquelles on peut penser. Je pense au paprika, au curry, des choses comme ça, au cumin. Ma mère en mettait partout. Je pense aussi même l'odeur du persil. Parce que je détestais ça et elle en foutait tellement partout que maintenant j'adore ça. J'arrive pas à mettre un plat sans. Ah, t'as réussi à switcher ? C'est bon à savoir quand on est parent. Ouais. On peut forcer un enfant. Faire du forcing, tu vois. Sur le persil. Est-ce que tu diffuses des odeurs dans ta maison ? Écoute, on a quelques bougies pour des bougies d'ambiance, c'est ça qu'on dit, non ? Ça, c'est pour le soir, quand on commence à ouvrir un bouquet, on se met la petite ambiance tamisée. Donc, c'est petit peu aussi pour retrouver le feu de cheminée que tu n'as pas ? Parce que on est en plein cœur de Paris. Exactement. Et là, on a une très belle vue d'ailleurs sur le Moulin Rouge, mais c'est vrai que je vois pas de cheminée. Non, malheureusement. C'est mon rêve. Dès qu'on a déménagé, on voulait une cheminée et une baignoire. On n'a ni la cheminée ni la baignoire. Oui. Welcome to Paris. Mais non, sinon, il y a une odeur que j'adore mettre à la maison, c'est le papier d'Arménie. Ça, je dois dire, j'ai piqué ça à mes grands-parents, il y en avait toujours chez eux. Et ça me rappelle mes week-ends à Palaiseau, où ils habitaient. Et j'adore cette odeur, ça m'envoûte. C'est une odeur assez particulière et qu'on retrouve nulle part ailleurs d'ailleurs. Ouais, et puis il y a ce côté un peu encens d'église, un peu cette fumée froide, très camphrée que j'adore. Alors en tant que sommelier, raconte-nous un petit peu ton travail. En fait, tu fais un accord vin-mais, c'est ça ? Écoute, ça dépend. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Ça peut partir d'un plat, ça peut partir d'un produit, et ensuite d'aller chercher le vin qui va avec. Enfin, le vin ou pas forcément. Hein. Ça peut être d'autres boissons, ça peut être du thé, ça peut être du kombucha, ça peut être... Il y a 2 sortes d'accords. Il y a les accords absolument parfaits. Si par exemple, là, je te prends une cuillère de gorgonzola, je te la mets dans la bouche et que derrière, tu prends un vin de l'île de Madère, par exemple, un Sarcial 10 ans,
Là, que tu connaisses le vin ou que tu connaisses le fromage ou que tu connaisses ou pas les accords mets et vins, tu comprendras tout de suite ce qui se passe en bouche. C'est vraiment un truc où on est obligé de comprendre ce qui se passe pour comprendre un accord. Mais de temps en temps, il y a des accords qui sont pas forcément absolument parfaits, mais c'est des accords de plaisir. Je garde toujours cette notion de plaisir, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est le bonheur qu'on va chercher tous les jours. Quel est le rapport entre le nez et la partie gustative ? Raconte-nous un peu comment tu sens un vin et comment tu le goûtes. Quelles sont les différences ? Justement, c'est des points qu'on relève lors de la dégustation à l'aveugle ou pas. La dégustation d'un vin se fait en 3 étapes. C'est d'abord le visuel, savoir ce qui va nous inspirer, savoir déjà comprendre la couleur, savoir le taux, pas de sucre, mais on appelle ça le glycérol, ce rapport entre l'alcool, le sucre et donc de la matière. Savoir si le vin est jeune ou assez évolué. Et puis ensuite, il y a le nez. Le premier nez qu'on va sentir directement, qui est plus ou moins ouvert. Et ensuite, on va aérer le vin pour savoir justement si, en l'aérant, en apportant de l'oxygène, ça peut être exhausteur de senteur et donc révélateur d'exubérance, de bonheur, de fruits et d'arômes floraux. Et ensuite, on va déguster. Donc, on fait vraiment ce parallèle. T'as vraiment 3 étapes, en fait, avec 3 sens qui sont mis en... T'as juste pas besoin de le toucher, en fait. Le vin. Exactement. Il y a certains vins, même, qui sont tellement fabuleux qu'on n'a même pas besoin de les goûter. Parce que rien qu'à l'odeur, on est envoûté. On comprend le vin qu'il y a derrière et... Ouais, ça, c'est quel genre de vin, par exemple, sur lesquels tu... Ah là, si tu me sors une bouteille de Gevrey-Chambertin du domaine Armand Rousseau, quel que soit le millésime, c'est quelqu'un qui travaille en Bourgogne depuis pas mal de générations et c'est des vins absolument fabuleux, qui t'envoûtent. C'est ces arômes évidemment fruités, très légèrement de cerises noires, humus, ce côté un peu boîte à cigares, quelque chose de très réconfortant. Et tu le reconnaîtrais juste au nez ? Oui, on peut retrouver certains vins rien qu'à l'odeur. D'accord. Quand tu sens un plat, admettons, je suis en train de te cuisiner, je sais pas moi, un magret de canard ou une salade ou je fais griller quelque chose sur une poêle. Ouais. On a toutes ces odeurs de cuisine qui arrivent. Tu parlais des épices que ta mère utilisait en cuisine, le Bien paprika, sûr. tout ça. Est-ce que ce sont des éléments déclencheurs pour toi, d'association déjà cérébrale, avec quoi tu peux éventuellement l'associer ? En fait, il faut voir le produit ou le plat dans son ensemble. C'est comme sur la dégustation d'un vin, si tu dis par exemple, ça sent la cerise. Il y a plusieurs états de la cerise. La cerise qui n'est pas encore mûre, qui va être assez acide, végétale. On va sentir beaucoup le noyau, ça va sortir aussi des tanins, quelque chose d'astringent. Tu as la cerise qui est mûre, qui va être juteuse, assez gourmande. Tu vas t'en foutre partout autour de la bouche. Eh bien, ou sinon, tu as la cerise confiturée, tu as la cerise en compote, tu as la cerise sous toutes ses formes. Et de fait, c'est la même chose pour un vin. En termes de senteur et autres, il faut toujours décrire au maximum. Donc, même s'il y a des épices, tout de suite, je pense à des vins qui sont gorgés de soleil, qui vont apporter des arômes d'épices, que ce soit en rouge ou en blanc. Mais il faut quand même voir s'il y a de la sauce, si la cuisson est saignante, si c'est à point, si on laisse le gras sur le magret ou est-ce qu'on enlève. Et toutes ces choses-là sont des indicateurs pour choisir le meilleur accord possible. Ok. Quel est ton crush olfactif ? On parlait du Gevrey-Chambertin tout à l'heure. Ouais. Le Gevrey-Chambertin d'Armand Rousseau, ça, c'est un crush olfactif. Je pourrais Pourquoi ? avoir ça sous le nez toute la journée, sans forcément le déguster. Le boire. C'est le bonheur, tout simplement. Est-ce que tu penses que les sommeliers, comme les parfumeurs, ont une signature personnelle particulière ? C'est-à-dire que en parfumerie, on peut le regarder et l'observer. C'est-à-dire qu'un parfumeur, c'est un créateur. Il va avoir, comme tous les artistes, c'est-à-dire qu'un artiste peintre va aimer plus le rouge ou plus le bleu. Est-ce qu'un sommelier aussi ? Évidemment. C'est du ressenti, le vin, comme la cuisine. Toi, je te parlais du persil, je détestais ça, je me suis mis à aimer, maintenant j'en mets partout. À un moment, j'avais la même chose sur la coriandre, je pouvais pas en manger, je trouvais ça l'odeur bizarre et je trouvais que les gens en foutaient partout, enfin c'était assez particulier. Mais si tu veux, chacun son ressenti, c'est ça qui est justement chouette dans le vin. Et c'est ça que j'essaye de faire dans mon boulot de journaliste culinaire aussi. Culinaire, ouais. C'est d'amener les gens à s'écouter et pas d'écouter forcément l'élite de la sommellerie ou de l'œnologie,
et simplement s'écouter, parce que tout le monde boit du vin a priori, nos parents en boivent aussi, nos grands-parents, depuis toujours, et pourtant, personne n'ose parler du vin, véritablement. Ça, c'est quelque chose que tu observes ? C'est un boulot que j'essaie de faire depuis 10 ans, en sortant des livres ou des jeux de société autour du vin. Là, j'ai un nouveau projet avec Marabout aussi, pour justement essayer de vulgariser le vin, parce que aujourd'hui, on n'est pas forcément critique culinaire, mais on va dans un restaurant, on est capable de ressortir en disant « oui, c'était pas mal, l'ambiance culinaire était cool, le service était agréable, la cuisson de la viande était chouette, j'aime bien quand il y a des serviettes en tissu, les couverts en argent, c'était cool ». On est capable d'avoir un avis. Et si je vous dis « et le vin, c'était bien ?» Ah oui, c'était très bon. Et t'as bu quoi ? Ah, je sais pas du tout. Ou bien, j'ai bu un Saint-Émilion, j'adore le Saint-Émilion. Bah oui, mais t'adores Paris, mais il faut savoir qui le fait dans Paris, par exemple, ou à Saint-Émilion. Et donc, tout le monde n'est pas critique culinaire, et pourtant, tout le monde a un avis et est capable de le donner. Et sur le vin, jamais. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, écoutez-vous, c'est une question de ressenti, de plaisir, de goût personnel. Parler et échanger avec les autres à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément le vocabulaire, peut-être. Ouais, mais en fait, ils l'ont. Si tu grattes un petit peu, ils l'ont. C'est juste qu'en fait, ils ont peur de dire des conneries. C'est d'ailleurs la première phrase du bouquin que j'ai sorti, Le Petit Livre du Sommelier, en 2019, c'est « j'ai peur de dire une connerie ». C'est la première phrase que j'entendais tout le temps. C'est comme les gens qui te disent « ah non, moi, je sais reconnaître un vin. J'y connais rien, mais je sais reconnaître un bon vin ». Ça veut dire quoi, un bon vin ? Un bon vin, pour toi, n'est pas forcément un bon vin pour l'autre. Il faut quand même s'écouter et parler de ce que l'on aime. Et donc, toi, en tant que sommelier et journaliste culinaire, tu recommandes des vins que tu aimes, forcément ? Oui, et pas que. On essaye, forcément. On a plus envie de parler de choses qui nous touchent. C'est comme pour un écrivain, la peur de la feuille blanche. Moi, il y a certains vins, quand je dois les commenter pour des magazines, je ne sais pas quoi dire. J'ai même pas 3 mots qui me viennent. Et pourtant, un autre vin que j'aurais même pas dégusté, mais j'aurais juste senti, je pourrais t'en parler pendant 3 semaines et demie. Et ça, c'est assez fou d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une odeur qui te fait particulièrement saliver ? Oui, j'ai tout de suite ce qui me vient, c'est l'odeur du tagine. Et alors, si c'est celui de ma mère, je ne raconte pas. D'accord. D'ailleurs, maman, je viens déjeuner dimanche prochain, tu sais quoi faire maintenant. Est-ce qu'il y a un parfum qui t'enivre ? Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, enivré, je te parlais du Gevrey-Chambertin d'Armand Rousseau. Si je devais citer quelqu'un d'autre, ça serait les Arbois pupilliens du domaine auvergnat, Pierre Auvergnat. C'est un vin qu'il faut au moins essayer une fois dans sa vie. C'est absolument incroyable. Tu goûtes ça, il y a un avant et un après dans ta vie de dégustateur ou dégustatrice. C'est vrai ? Ouais, complètement. En quoi il y a un avant et un après ? Parce qu'il y a dans ces vins, par l'odeur, mais aussi et surtout dans la dégustation, il y a cet effet que les Japonais appellent umami. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, il y a quelque chose de vibrant. Il y a une sorte de matière vivante qui se passe et qui est absolument incroyable. En général, quand on est sommelier, on doit essayer d'apporter du coup une description avec des mots sur ce qu'on va sentir et boire. Toi, quels sont les mots de vocabulaire que tu aimes utiliser pour décrire un vin ? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres ? Oui, c'est toujours de voir les grandes familles de fruits ou de fleurs ou autres, ce qu'on appelle aussi les parfums tertiaires, avec tout ce qui est justement ce côté... Il y a une classification ? Il y a une classification, des étapes dans la description. Mais ce que j'aime bien, c'est de faire des rapprochements pour que tout le monde s'y retrouve. Et justement, pas être le gars qui est au bout de la table et qui parle et que tout le monde écoute un peu chiant. Religieusement ? Ouais, enfin, tu vois, j'étais nul en cours, c'est pas pour faire le professeur non plus. Donc, c'est plutôt d'essayer de donner des exemples qui vont toucher les gens, où ils vont pouvoir se repérer et j'espère s'accaparer le vin. Par exemple ? Par exemple, ça pourrait être... si tu vois un vin très chaleureux, donc quand on dit chaleureux, c'est avec de l'alcool. Donc on va prendre un vin sudiste qui a beaucoup de matière, qui a beaucoup de côté exubérant en termes de texture, mais pas trop au niveau olfactif, par exemple. Eh bien, histoire de personnifier,
Tu vois, tout de suite, moi, j'ai l'image d'un gros rugbyman, par exemple néo-zélandais, qui dort dans un sac de couchage. Il va être étriqué, il n'est pas à son aise. Si tu mets ce même vin dans un format un peu plus grand, un Magnum ou un Jéroboam, tu le vois en termes de texture gustative, mais tu le ressens aussi dans l'olfactif. Le vin est beaucoup plus apaisé, il se sent moins étriqué, si tu veux. Et donc, c'est comme si tu le mettais tout d'un coup au Georges V dans un king size. Il dormira beaucoup mieux, si tu veux, le rugbyman. Il va se Tu vois, déployer. de faire ces rapprochements-là, il y a un rapprochement visuel que tout de suite, tout le monde comprend. Et ça permet d'expliquer le vin avec des mots simples, on va dire. Alors, souvent, on voit les gens sentir les bouchons. Je le fais de moins en moins. J'ai désappris à le faire. Parce que quand on commence en sommellerie, on conseille le client ou la cliente, on montre l'étiquette, on ouvre la bouteille, on prend le bouchon, on sent le bouchon pour voir s'il y a une odeur de bouchon, et en fait pour savoir s'il n'a pas été attaqué par le TCA, qui est ce microbe qui vient infecter le liège et qui va finalement faire une piqûre dans le vin qui va l'infester et le rendre pas bon du tout, quoi. Mais moi, j'aime pas trop faire ça parce que je préfère le ressentir dans le vin ou pas. Parce que de toute façon, dans ces étapes-là, on doit déguster le vin. Donc, si ensuite tu le dégustes et que tu as encore cette odeur dans les narines, tu vas avoir l'impression qu'il est bouchonné alors que pas forcément. Donc, je préfère ne pas sentir le bouchon et déguster directement le vin. D'accord. Est-ce qu'il y a une odeur que tu détestes ? Il y a un truc que je ne connaissais pas, qui est suédois, et c'est la spécialité suédoise. Ça s'appelle le surströmming. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. C'est Il faut du que tu nous hareng expliques. fermenté dans des boîtes de conserve qu'ils enterrent pendant, je sais pas, des mois ou des années. Ils ouvrent ça. Écoute, je n'ai jamais connu une odeur aussi pestilentielle que ça. Mais tu as envie de vomir. À ce point-là. Mais vraiment, et tu regardes même sur des vidéos YouTube et tout ça, il y en a qui passent à l'acte. Mais c'est juste, Donc, c'est pas juste incroyable. Ouais, c'est incroyable. Tu le touches à peine avec ton doigt, ton doigt il se sent pendant 3 semaines, quoi. Et c'est une odeur, mais c'est horrible. De poisson en mais c'est putréfaction, horrible. en fait. J'adore le poisson, j'adore le poisson fermenté ou salé ou tout ce que tu veux, mariné. Mais là, c'est incroyable. Mais c'est connu pour ça. Et est-ce qu'il y a des odeurs lors de tes voyages qui t'ont marqué et qui ont peut-être eu un impact, justement? Alors là, tu parles de la Suède. J'imagine qu'en tant que sommelier, on est amené à voyager, ne serait-ce que même pas forcément physiquement, mais avec les vins et les différents mets qu'on va être amené à goûter et apprécier. Écoute, je pense à 2 pays. C'est le Maroc et la Turquie. Maroc, parce que le souk, Marrakech, évidemment. Tu as des étals d'épices absolument partout. Et Turquie, le Grand Bazar. À Istanbul, pardon. Et donc, tu as les odeurs de pistache, de loukoum, de sucre, de miel. Ouais, toutes les épices qui arrivent. Et c'est d'ailleurs les 2 pays où à chaque fois je reviens avec des épices plein les valises. C'est vraiment des odeurs très, très marquantes. Et 2 pays super d'ailleurs. Ces odeurs se retrouvent dans certains vins? Bien sûr. On trouve pas mal de choses dans le vin et pareil, encore une fois, c'est une question de ressenti. Moi, je me suis lancé dans ce métier-là au départ parce que quand j'étais en cours, on faisait des dégustations à l'aveugle, des dîners avec ma classe, on était 10, et on se rejoignait à la maison de l'Aubrac, rue Marbeuf, où on se mettait des bouteilles à l'aveugle pour s'entraîner. Et après, vers 23h minuit, il y avait tous les sommeliers et sommelières de Paris, de tous les palaces parisiens qui venaient nous rejoindre. On se faisait ce test-là, alors évidemment ce test un peu enivrant. Et dedans, il y avait que des meilleurs sommeliers de France, meilleurs sommeliers d'Europe, meilleurs sommeliers du monde. Bref, je côtoyais l'élite de ce qui allait devenir mon métier, ma passion. Et donc, c'est assez rare quand même, quand tu es étudiant, que tu es proche de l'élite de ta profession. Et quand tu discutes avec des meilleurs sommeliers du monde et que lui, on décrit le vin à l'aveugle, et lui, il trouve qu'il y a de la groseille, et toi, tu trouves que c'est plutôt de la framboise fraîche et tout ça, et que finalement, vous avez tous les 2 raison. Il n'y a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est là où je me suis dit, merde alors, on a le droit de s'écouter et de pas être d'accord, entre guillemets, avec le meilleur sommelier du monde, alors qu'il a beaucoup plus de connaissances que moi. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que je tiens un truc et qu'en s'écoutant, ça peut être un chouette métier, en tous les cas.
Mais quand tu décris tous ces processus-là, c'est très très proche de la parfumerie. Moi, je me souviens qu'un parfumeur m'avait dit justement la même chose. On a tendance, comme avec un vin, en fait, avec un parfum, c'est la même chose. On a tendance à pas se faire confiance. Et le parfumeur m'a dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Exactement. Est-ce que le bonheur a une odeur pour toi ? Oui, et c'est l'odeur de la personne que j'aime, et elle se reconnaîtra. Très bien, c'est magnifique. Est-ce que tu sais ce qu'elle sent ou c'est... Oui, mais je le garde pour moi. Tu as bien raison. Est-ce qu'à force de sentir des vins, tu as l'impression d'avoir justement décuplé tes capacités olfactives ? C'est un boulot, ça se fait tous les jours. Je pourrais même être là et sentir la table, parce que cette odeur de bois, ce vernis qui est un peu gratté par les plaques ou les couverts qu'elle a connus et tout ça, tu sens la peinture fraîche, tu vas sentir plein de choses. T'as l'impression de sentir plus qu'avant ? Oui, parce que c'est un jeu aussi. On faut s'amuser, il faut pas le faire pour le faire. Et ce serait pas amusant, effectivement. Mais non, bien sûr, ça se décuple, mais encore une fois, c'est ça qui est passionnant dans le vin et effrayant à la fois, c'est que je connaîtrai jamais tout. Parce que un vigneron, une vigneronne a une ou 15 cuvées qui vont être différentes tous les ans, forcément. Et imagine combien il y a de vignerons et vigneronnes dans le monde. Donc c'est à la fois passionnant et envoûtant parce que c'est ma passion et du coup j'ai envie d'en découvrir tous les jours. Mais c'est effrayant de savoir que j'aurai jamais la réponse à tout. Quel est ton pays préféré, Guilherme, et est-ce que tu lui associes une odeur particulière ? Alors c'est difficile de dire pays préféré parce qu'il y en a quand même pas mal, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est juste un pays incroyable de sourire et de bonheur. C'est le Brésil. Forcément, si je dois l'associer à une odeur, je pense tout de suite à la cachaça et la caipirinha. Évidemment, les pieds dans le sable, à applaudir les couchers de soleil. Qui fait ça aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais c'est là-bas, il se passe quelque chose quand on applaudit le coucher de soleil. Et puis, Du coup, il revient le lendemain matin, c'est ça qui est... Exactement. Et c'est surtout qu'il est associé à la caipirinha, donc ça te permet de bien dormir le soir. C'est ça. Et non, c'est surtout que, en fait, c'est un pays que je découvre de plus en plus parce que j'ai fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Momu de café, et je me suis lancé dans le café avec eux. Et on a fait toute une sélection et ma sélection s'est appuyée sur un artisan, Enrique, qui a une petite ferme en biodynamie à Espírito Santo, à 40 minutes à l'est de Rio de Janeiro. Et on utilise une seule variété, le Red Catuai. Et c'est un café que j'ai appelé millésime pour justement avoir ce rapport avec le vin, parce que le vin et le café, il y a 1 milliard de similitudes. Donc oui, ça serait le Brésil. En quoi il y a des similitudes entre le vin et le café ? Il y a une complexité incroyable, des senteurs à perte d'odeur, et puis des textures différentes, des provenances, c'est juste... Le monde du café est vraiment inépuisable. En tant que sommelier, tu traverses toutes ces boissons-là. Et bien sûr. Puis, tu les analyses de la même manière ? Évidemment. Ouais. Évidemment, avec cette même trame dont tu nous parlais au début. Je te parlais au début, du visuel, de l'olfactif et du gustatif. Et ça peut être, tu vois, là, je m'intéresse au kombucha. Ça peut être de la même façon, les kombucha avec tout ce qui est macération et autres. Il y en a qui mettent des macérations avec du vin, enfin des choses comme ça. Il y a 1 milliard d'essais, 1 milliard de choses à découvrir. C'est ça qui me passionne. Est-ce qu'il y a une boisson qui, olfactivement, est assez rebutante, mais que gustativement, tu peux envisager? J'en ai pas en tête là. Alors moi, je vais t'en donner une. Au Kyrgyzstan, il y a une boisson, la boisson nationale, c'est le koumyss. C'est du lait de jument fermenté. Ok. Donc c'est olfactivement extrêmement fort. T'as vraiment l'impression d'avoir un cheval à côté de toi. Moi, j'ai toujours eu cette sensation quand je buvais Donc t'aimes pas les chevaux, c'est bien ça? Hein? J'adore les chevaux. J'adore les chevaux et j'adore l'odeur du cheval. Mais il est très étrange de boire une boisson où t'as l'impression de boire l'animal. Ouais, bien sûr. Donc, j'avais cette sensation quand je buvais le koumyss, d'avoir la tête du cheval à côté de moi en train de respirer, de me susurrer des choses. Et donc, je trouvais ça assez déroutant, alors que la boisson en soi est très rafraîchissante et gustativement est intéressante.
Donc, tu vois, je pense pas à une boisson là, mais tout ce que tu viens de décrire, ça me fait penser en fait au maroilles. C'est cette vrai. odeur qui est repoussante, et pourtant il n'y a pas tellement de goût en bouche, enfin beaucoup moins qu'on aurait pu penser. Mais oui, c'est très bon le maroilles. Et alors le maroilles, pour terminer, tu l'associes avec quel vin ? Il y a des accords absolument fabuleux avec des pinots gris d'Alsace qui ont encore un tout petit peu de sucre résiduel et qui permettent justement d'envoûter, d'accompagner, de camoufler cette odeur assez prononcée du maroilles. Et puis, ça permet d'apporter aussi un peu de texture sur la texture, on va dire, un peu fondante du maroilles quand on le croque. Merci. Du coup, on va pouvoir passer à table. Avec plaisir. Merci Guilherme. Merci à toi. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karine Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast.